Donc bonjour, bonjour Maxime, bonjour tout le monde, bienvenue donc pour ce webinaire qui va parler donc des FCPR, des actifs à risque. Donc c'est Lucas Prézier donc qui est chargé des relations investisseurs des produits listés chez Siena Gestion qui va donc bien sûr faire ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et bien évidemment je le retransmettrai à Lucas qui se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Bonjour Lucas, bienvenue. Alors déjà, juste, est-ce que tu peux tout simplement déjà nous parler en deux mots de Siena et ensuite, bien évidemment, de faire la présentation que tu as préparée, bien évidemment. Avec grand plaisir. Donc, Siena Investment Manager, c'est une société de gestion d'actifs française. On gère environ 40 milliards d'euros d'encours sous gestion à fin d'année dernière, et j'aurai l'occasion d'y revenir plus en détail prochainement dans la présentation. Mais on est spécialiste à la fois des actifs cotés, mais également des actifs privés, et c'est notamment l'objet du webinaire aujourd'hui, à savoir les actifs privés et surtout l'opportunité que représentent les actifs privés dans la construction d'une allocation pour les épargnants. D'accord. Alors, on va dérouler en trois temps. Tout d'abord, on va définir ensemble ce que sont les actifs privés. Ensuite, on va déterminer l'intérêt des actifs privés, comme je le disais, dans la construction d'une allocation. Et ensuite, je vous présenterai une solution que nous avons mis en place chez Siena Investment Managers et Christian a un petit peu spoilé, qui effectivement est un FCPR Evergreen. Et je reviendrai plus tard sur la définition de ces termes. D'accord. Alors, tout d'abord, avant de parler du FCPR, on va définir ensemble les actifs privés. Quand on parle d'actifs privés, bien souvent, on fait référence au private equity. Alors, le private equity ou capital investissement en français, ça va désigner l'ensemble des investissements en capital qu'on va faire auprès des sociétés non cotées. Une société non cotée, par opposition, ça va représenter toutes les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Et pour vous donner une idée, en France, il y a environ 99,9% des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Donc on a un vivier d'entreprises beaucoup plus important que sur les entreprises cotées. Ça peut être l'industriel du coin, par exemple, un truc comme ça. Ça peut être n'importe quelle société de toute taille d'ailleurs. D'accord. Pour vous donner une idée, hier, je ne sais pas si vous avez regardé, mais on a vu Qui veut être mon associé à la télé. Eh bien, Qui veut être mon associé, c'est un pan du private equity, en cela que ça va flécher les investissements dans des sociétés non cotées en échange d'une part du capital. On parle bien souvent de private equity par abus de langage pour désigner l'ensemble des marchés privés. En réalité, si on veut être très précis, le private equity n'est qu'un sous-segment des marchés privés, au même titre que l'immobilier, la dette privée ou l'infrastructure. Alors l'immobilier, je pense que tout le monde voit en quoi consiste l'investissement immobilier, qui peut être fait ou en direct ou dans des parts de SCI, SCPI, etc. La dette privée, de la même manière que le private equity est le pendant des investissements en actions des marchés cotés, la dette privée, elle, est le pendant des obligations cotées sur les marchés privés. Donc il existe, on peut prendre de la dette dans une entreprise sans qu'elle soit cotée. Exactement. Exactement. C'est un peu ce qu'on appelle, nous, du gré à gré, quoi. C'est un peu, voilà. C'est un petit peu ça. Contrairement au private equity, on va pas monter au capital de l'entreprise, on va pas détenir des parts de l'entreprise, on va prêter des liquidités à l'entreprise et on est rémunéré pour ce prêt de liquidité comme une créance lambda. D'accord. Et enfin, les infrastructures qui vont représenter des projets. Alors bien souvent des projets volumineux de long terme, comme par exemple des constructions de champs de panneaux solaires, comme des constructions d'éoliens offshore, comme des aéroports. Voilà, tout ce type de gros projets. Alors, excusez-moi, juste pour répondre à Stéphane, donc la dette privée, c'est un peu comme les obligations, mais simplement, elles ne sont pas cotées. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Alors,
Bien évidemment, toutes ces thématiques d'investissement, ces 4 thématiques d'investissement des marchés privés ont des caractéristiques propres, mais elles ont aussi des caractéristiques communes. La première, c'est que ce sont des actifs de long terme. Bien souvent, on a des investissements sur des tendances structurelles de long terme et on a la possibilité d'investir sur des actifs réels, des actifs tangibles, chose qui existe un petit peu moins sur les marchés cotés. Et surtout, l'intérêt majeur des marchés privés, il est dû à ce qu'on appelle la prime d'illiquidité. La prime d'illiquidité qui, d'une certaine manière, vient récompenser l'investisseur en performance pour avoir fait le choix d'investir dans des actifs peu ou moins liquides, à minima moins liquides que les marchés cotés. Alors ce que j'entends par liquide, c'est que quand on a une action, par exemple, une action qui est cotée en bourse, on peut l'acheter, la vendre de manière assez flexible, grâce notamment à des opérateurs de marché qui fixent un prix entre l'offre et la demande, alors que sur le private equity, et plus largement sur les actifs privés, on a moins cette flexibilité d'achat ou de vente. Pour vendre en investissement en private equity, il faut qu'en face, on ait un acheteur qui soit d'accord avec la valeur de l'entreprise. C'est un contrat entre deux parties, en fait. Exactement. Tout cet univers des actifs privés, il reste tributaire d'une réalité. Cette réalité, c'est le cycle de vie d'une entreprise, et les différentes stratégies des actifs privés vont intervenir à des moments différents du cycle de vie de l'entreprise. Alors ici, on a mis cinq grands moments de vie d'une entreprise. Alors, ces 5 moments différents, mais qui peuvent aussi arriver en même temps. Bien évidemment, la première étape du cycle de vie d'une entreprise, c'est la création. C'est le moment où l'investisseur ou l'entrepreneur, va transformer son idée en une réalité économique au travers d'une entreprise. Donc bien souvent, c'est les copains, la famille. Exactement. C'est alors d'abord son épargne personnelle, et ensuite effectivement des financements via des amis, des financements via la famille, et c'est ce qu'on va appeler le seed money. C'est l'argent justement qui est amené au tout début du projet. C'est le premier tour de table entre guillemets avec les proches. Ça c'est une sorte de premier tour de table, effectivement, avec des amis et des familles, et pas des investisseurs qualifiés ou institutionnels. Ensuite vient ce qu'on va appeler le venture capital, l'étape du venture capital, la preuve du concept. Donc là, on est sur des investissements dans des entreprises jeunes, bien souvent qu'on va appeler start-up, qui ont un fort potentiel de croissance, mais qui restent très jeunes dans leur cycle économique, et donc qui constituent un investissement très risqué, mais avec évidemment un potentiel de rendement très important. Et c'est donc ce qu'on appelle le venture capital, ou en français le capital risque. Ensuite, on a une seconde étape qui est la phase de croissance, en anglais growth, ou capital développement. Et là, on va investir dans des entreprises qui commencent à avoir une taille conséquente, qui même par moment peuvent déjà avoir atteint le break-even, donc la rentabilité. Elles ne sont pas encore en maturité, si? Pas encore à maturité, mais qui peuvent par moment être déjà rentables, mais qui ont encore besoin de capitaux pour faire des investissements nécessaires à leur expansion et à leur pérennité dans le temps, et à l'atteinte de l'étape de maturité. D'accord. Donc, avant la maturité, on a ce qu'on appelle le break-even ou rentabilité. On aime beaucoup les anglicismes, mais c'est rentabilité. La rentabilité, comme son nom l'indique, c'est le moment où une entreprise devient rentable, où elle devient profitable, et où on est capable de dégager des bénéfices sur l'entreprise. Et peut-être du coup payer des dividendes. Et éventuellement payer des dividendes, ou réinvestir ces bénéfices dans le développement de l'entreprise, parce que peut-être qu'on a encore un potentiel de développement sur des différents marchés, mais effectivement le paiement des dividendes est une possibilité aussi.
Et enfin, l'étape de maturité. Donc là, on arrive à un moment où la croissance ralentit parce que l'entreprise a atteint une taille assez conséquente, l'entreprise est stable, elle a ce qu'on appelle des cash flows réguliers, Des revenus récurrents. Exactement, des revenus récurrents, mais ce qui n'empêche pas d'avoir éventuellement besoin de financement pour financer des évolutions futures. Et donc, vous intervenez à chaque étape. Enfin, vous pouvez intervenir dans les différentes étapes. Peut-être pas pour le seed au départ, mais si, peut-être, non? Non. Alors effectivement, alors là, je parle du private equity au sens large. CNIM, notamment dans la solution FCPR qu'on verra après. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un portefeuille qui soit très diversifié. Et pour avoir un portefeuille très diversifié, on doit effectivement, on se doit d'investir sur toutes les sous-stratégies et donc toutes les différentes étapes. Alors, bien évidemment, dans des proportions qui vont être différentes. On va pas mettre la même proportion de venture capital que de capital développement, par exemple. Mais c'est risqué quand même, le venture capital. C'est en phase de démarrage, entre guillemets, ça peut capoter à n'importe quel moment, non? Alors oui et non, mais effectivement, ça reste un actif, ou en tout cas une classe d'actifs qui est plus risquée que d'investir dans des entreprises déjà plus établies. Alors, jusque-là, on voyait le private equity, en tout cas les actifs privés, par le prisme de l'entreprise, de l'investissement dans l'entreprise. Maintenant, on va plutôt s'attacher au private equity, mais via le prisme de l'épargnant. Comment un épargnant peut investir sur les actifs privés ou en private equity. Et la solution la plus répandue, c'est d'investir au travers d'un fonds de private equity. J'ai une question. Excuse-moi, j'ai une petite remarque, André. Vous êtes un peu comme Euraseo, en fait. Alors oui, effectivement, c'est un petit peu la même philosophie d'investissement. Alors après, on a des thématiques différentes, mais effectivement, on construit comme Euraseo des fonds de private equity. D'accord. Alors, de manière générale, pour un fonds de private equity, on va construire une équipe de 2-3 personnes, ça peut varier, avec un spécialiste de marché qui va déterminer les grandes tendances de demain, les thématiques d'investissement, les secteurs d'investissement, un spécialiste M&A, donc Merge and Acquisition ou fusion-acquisition en français, qui, lui, va s'occuper de toute la gestion opérationnelle des investissements dans les sociétés. D'accord. Et enfin, un commercial qui va être en charge notamment d'aller sonder les investisseurs avec la thématique d'investissement dans le but de récupérer des fonds. Et de récolter des fonds, exactement. Alors, on va pas trop s'y attarder, mais quand on crée un fonds de private equity, on va créer une holding qui va justement nous permettre de gérer les différents appels de fonds, parce que les investissements dans les sociétés se font de manière progressive. Contrairement à un fonds action, par exemple, on n'investit pas directement les liquidités sur les titres. Mais surtout, on va distinguer deux acteurs majeurs dans un fonds de private equity. Les premiers, ce sont les LP. Donc, ce sont les investisseurs que le commercial sera notamment allé chercher, qui vont correspondre aux investisseurs institutionnels ou aujourd'hui des investisseurs privés aussi, qui sont de plus en plus répandus. Et les GP, les General Partners, qui, eux, vont davantage correspondre aux gestionnaires du fonds, qui ont aussi des participations dans le fonds. Et tous ces différents acteurs ont leurs droits et leurs obligations qui sont régis au sein de ce qu'on va appeler le pacte d'actionnaires, où on va définir la valorisation du fonds, où on va définir le pourcentage alloué à chaque investisseur, etc. Ça doit, en fait, cette évaluation, elle se fait tous les combien? Tous les 6 mois, tous les 3 mois, Cette évaluation de? Ben, je sais pas, par exemple, des immeubles, des trucs comme ça. Ah, très bonne question. Alors, ça va dépendre des actifs. Mais oui, bien évidemment, on va pas réévaluer les actifs toutes les semaines. Les jours, pas possible. Voilà, donc souvent c'est 1-2 fois par an. D'accord.
Alors, les étapes d'un fonds de private equity, donc on en a parlé. La première étape, ça va être la levée de fonds, qui rejoint un petit peu le rôle du commercial, c'est-à-dire d'aller sonder les investisseurs pour qu'ils puissent apporter des liquidités. Une fois qu'on a constitué ces liquidités, l'équipe de gestion, donc les GP, vont être en charge d'investir ces liquidités dans différentes sociétés. Alors, le nombre de sociétés en portefeuille peut varier, mais généralement, on va être à peu près une dizaine de sociétés en portefeuille, toujours dans l'idée de diversifier le risque et les moteurs de performance. Tu vas peut-être en parler après, mais vous mettez, c'est combien le ticket pour, entre guillemets, pour investir dans une entreprise parce que bon, c'est vrai que suivant le degré d'étape, vous allez mettre plus ou moins, mais en moyenne, il y a bien un ticket moyen, non? Comment c'est? Non, ça dépend vraiment des sous-stratégies. Typiquement, quand on parle de venture capital, on va avoir tendance à avoir des tickets plus faibles. En cela aussi que les entreprises ont des valorisations plus faibles du fait qu'elles soient sur un cycle plus en amont de leur cycle de développement. À l'inverse, quand on a des fonds de private equity qu'on va appeler plutôt large cap avec des sociétés plus matures, là les tickets vont être plus importants. Donc ça dépend vraiment de la stratégie du fonds. Et ça se passe comment en fait réellement? Il y a un appel d'offres aussi de la part de ces entreprises qui ont besoin d'argent, ou c'est vous qui allez directement voir en disant tiens, par exemple l'entreprise à côté me plaît, hop, je vais y aller, ou il y a des appels d'offres? Ça dépend. Il peut y avoir, alors pas des appels d'offres à proprement parler, mais effectivement, il peut y avoir dans un réseau des demandes de financement. Bien souvent, on a des réseaux ou de business angel ou de venture capital, et ensuite il y a un marché aussi qui s'organise autour de ça. D'accord, ok. Et donc, une fois que le fonds a investi dans différentes sociétés, environ une dizaine de sociétés, eh bien, on va gérer et suivre les investissements. Alors, on peut ou investir dans une société via uniquement des capitaux. Donc, on ne rentre pas au bord de la société, on ne rentre pas au management, et bien souvent, on peut également rentrer au board et rentrer au management. Et dans ce cas-là, on va participer activement à la stratégie de développement de la société. D'accord. Et ensuite, un rapport, vous faites plus management ou pas? Non, je sais pas. Pas forcément. Il n'y a pas de règle. Encore une fois, là, je parle des pratiques de marché. Hein. Je rentre sur notre solution, mais les pratiques de marché. Enfin, bien évidemment, il y a un moment où on va sortir du fonds, on va céder nos participations, et c'est le moment où on va redistribuer les dividendes aux investisseurs. Alors, pour les personnes qui sont présentes, si tu peux juste revenir sur la slide d'avant, IPO, ça veut dire Initial Public Offering, ce sont les introductions en bourse. Voilà, tout simplement. Exactement. Hein, voilà. Exactement. Et j'y reviendrai juste après. Alors, on va pas forcément s'attarder parce que ça revient un petit peu à ce qu'on vient de dire. Simplement que vous ayez en tête que les levées de fonds en private equity, elles se font sur une durée qui est assez longue, hein, plusieurs mois, voire parfois plusieurs années, et avec des étapes différentes. On fait d'abord un premier closing quand on a atteint la taille cible qu'on voulait. Avec ce premier closing, on va commencer les premiers investissements. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un second closing où on va aller voir des nouveaux investisseurs ou des investisseurs qui ont déjà investi en leur montrant les entreprises dans lesquelles on a déjà investi. Et enfin, un late closing. Alors, bien évidemment, on est sur des stratégies de long terme. Donc, on a ce qu'on appelle une phase de ramp-up qui dure alors généralement 3 ans, le temps d'investir l'ensemble des capitaux qui ont été levés. Parce que ça veut dire quoi, ramp-up? Ça veut dire phase de déploiement. D'accord. Parce que il nous faut du temps pour sourcer les sociétés, il nous faut du temps pour investir, il nous faut du temps pour gérer les problématiques opérationnelles, administratives, et ensuite, bien évidemment, il faut du temps pour une société pour alimenter sa croissance. Donc généralement, on est sur des actifs de 10 à 15 ans. Alors on va voir que on a des moyens aussi pour les épargnants de réduire cette durée.
D'accord. Alors, il y a juste une question qui vient de tomber, mais je pense que tu répondras tout à l'heure parce qu'on est un tout petit peu hors cadre. Est-ce que vous êtes présent dans les fonds de private equity? Alors effectivement, la solution dont on va parler dans 2-3 slides, c'est un fonds de fonds. D'accord, voilà. Et je reviendrai après sur l'intérêt du fonds de fonds. Donc, alors, on a plusieurs moyens dans un fonds de private equity de suivre les investissements. On a d'abord la NAV, la Net Asset Value, qui permet d'estimer la valeur du portefeuille et ce qui est une notion qui est assez importante, c'est le carried interest. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet un alignement d'intérêts entre les GP, donc les personnes qui sont en charge de la gestion du fonds, et les LP, les investisseurs. Parce que un GP, plus il va générer de la performance, plus il va être rémunéré. Et cet alignement d'intérêts, il est primordial dans le private equity. Alors, pour finir sur les sorties, donc effectivement, on a deux manières de sortir d'une société en private equity. La première manière, c'est la vente à ou un autre fonds de private equity, ou un acheteur, par exemple une autre société qui a besoin d'une croissance externe et qui va racheter nos parts dans la société. D'accord. Et l'autre manière, Christian, tu l'as évoqué, c'est via une IPO qui donc est une introduction en bourse. Mm-hmm. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, quel est l'intérêt des actifs privés dans une allocation? Alors, l'intérêt premier, c'est bien évidemment sur la performance. La performance potentielle qu'on peut estimer avec la performance historique est plus importante sur les marchés privés que sur leur pendant sur les marchés cotés. Mm-hmm. Là, par exemple, sur le graphique, alors j'espère que vous voyez bien, mais sur le graphique, on vous a mis les performances sur 10 ans, donc de 2013 à 2012, de différentes classes d'actifs. Vous voyez donc le capital investissement, le private equity en anglais, le CAC 40, le CAC 40 all tradable, l'immobilier, le hedge fund, et vous voyez donc on a une prime de rendement sur le private equity, que ce soit par rapport aux actions, par rapport à l'immobilier ou par rapport au hedge fund. Ça, c'est la première. Ouais, et juste, il faut savoir pour les gens là qui sont là que j'ai calculé ça l'autre jour, puisque j'étais en stage avec les clients. Si on veut, par exemple, vous savez, la performance du CAC 40, alors pour la comparer au Dow Jones ou au DAX, il faut prendre le CAC 40 Gross Return, donc dividende réinvesti. On est quasiment à 9% par an sur les 5 dernières années. Voilà, donc je pense que c'est à peu près. Donc apparemment, il y aura une prime, oui, pour le capital investment si c'est bien au-delà de 10, quoi. Exactement. Alors, au-delà de l'aspect performance pure, l'intérêt du private equity, ça revient à ce que je disais au début, enfin des actifs privés au sens large, c'est que on a la possibilité d'avoir un impact direct et concret dans les sociétés. Pourquoi? Parce que on rentre directement au capital et on apporte des liquidités à la société. Donc vous avez votre mot à dire, vous êtes au conseil d'administration. Alors, on peut effectivement être au conseil d'administration, avoir notre mot à dire, mais surtout l'argent qu'on va investir, il est directement utilisé pour faire des investissements, pour créer une usine, pour aller conquérir de nouveaux marchés géographiques, pour plein de raisons. D'accord. Enfin, donc les caractéristiques des actifs privés, c'est que tout d'abord, on en a parlé, un investissement de long terme. Alors encore une fois, j'évoquerai après comment on peut essayer aussi de modérer au maximum cet aspect long terme, même si ça restera un investissement de long terme. Et enfin, c'est un actif qui est très peu volatile, en cela qui valorise beaucoup moins souvent que leur pendant des marchés. C'est ce qu'on, quand vous investissez dans ces entreprises-là, c'est ce qu'on appelle le retour sur investissement, c'est ça que vous attendez? Les gérants, ils attendent. Oui, exactement. Alors, effectivement, quand on investit dans une entreprise, l'objectif, c'est de la revendre avec une valorisation supérieure à celle à laquelle on l'a achetée pour générer de la performance, pour générer un retour sur investissement. D'accord.
Alors voilà, en synthèse, on a mis un petit peu les avantages et les inconvénients du private equity. Donc les avantages, on en a parlé, créer de la valeur, avoir des rendements plus importants, avoir une participation active au sein de la vie de l'entreprise. Et les inconvénients, c'est l'illiquidité des marchés privés, un risque qui peut éventuellement être plus élevé et des coûts aussi importants. Alors, là, on va rentrer plus en détail dans les solutions et notamment la solution de FCPR que nous avons développée chez Siena et qui est notamment disponible dans le contrat d'assurance vie Bourse Direct Horizon. C'est ça. Alors, pardon. Alors, la solution qu'on a développée chez Siena, c'est un FCPR, le FCPR Siena Private Asset Allocation, et qui a la particularité d'être un fonds de fonds evergreen. Et je reviendrai après sur la notion d'evergreen. Et de fonds aussi, pour peut-être les personnes qui ne connaissent pas trop, puisqu'il y a à peu près 78% qui ne savent pas ce que c'est qu'un FCPR. Donc, du coup, oui. Elle sera revenir juste sur la définition et l'objet, entre guillemets, de ces fonds. Effectivement, alors un fonds de fonds, en opposition à un fonds en ligne direct, va investir dans d'autres fonds. Ça a une vertu notamment sur la flexibilité des investissements et sur la diversification in fine du fonds. Parce que bien évidemment, si on met plusieurs fonds en portefeuille, ces mêmes fonds vont investir dans différentes sociétés et donc on va démultiplier la diversification. D'accord. À l'inverse, quand on investit en ligne directe, on investit directement dans des sociétés. Ce qui est plus risqué du coup. Ce qui peut éventuellement être plus risqué, oui. Donc pour les caractéristiques du FCPR, donc là on a une durée minimum de placement recommandé de 8 ans. Pour autant, ce fonds il a une valorisation bimensuelle, donc 2 fois par mois, et on a la possibilité de rentrer et de sortir du fonds 2 fois par mois. Modulo tout de même une période de lock-up, donc un blocage des parts pendant les 5 premières années de vie du fonds. Et aujourd'hui, il reste donc 4 ans et 5 mois de blocage. D'accord. Ah oui, donc c'est tout récent, alors, du coup, ce fonds. Effectivement, le fonds, il a 7 mois aujourd'hui. Et pour sortir, par contre, il faut que quelqu'un veuille acheter ou vous êtes contrepartie, entre guillemets? Non, l'avantage de le référencer dans les contrats d'assurance vie, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver un acheteur en face, c'est directement auprès de l'assureur via son contrat d'assurance vie et en l'occurrence via Bourse Direct Horizon. D'accord. Et l'assureur, je crois que c'est Generali, donc. Exactement. Voilà. Ok. Donc sur indicateur de risque, on est sur un indicateur de risque de 6 sur 7, encore une fois inhérent aux caractéristiques des marchés privés. Alors, je vous ai parlé d'une stratégie evergreen. Alors la stratégie evergreen, c'est une stratégie qui est particulière dans le monde des actifs privés parce que c'est pas le fonctionnement habituel d'un fonds de private equity. Historiquement, un fonds de private equity, il est géré dans une enveloppe qu'on va appeler fonds de private equity fermé. Ce fonds de private equity fermé rejoint ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que on va engager du capital dans un fonds. Ce capital va être investi de manière progressive au fur et à mesure qu'on va trouver des sociétés intéressantes dans lesquelles investir. Donc ensuite, on aura toute une période où le capital est investi, hein, c'est l'objet du graphique en bas. Et enfin, au fur et à mesure qu'on va vendre des sociétés, on va distribuer les rendements aux investisseurs. Alors, en opposition à ça, on a ce qu'on appelle le portefeuille evergreen. Et l'intérêt du portefeuille evergreen, c'est qu'une fois qu'on a investi dans le fonds, le capital est sans arrêt au travail. Et il est investi de manière continuelle. Encore une fois, en opposition à un fonds de private equity fermé. Dans ces cas-là, il est peut-être investi sur les marchés, non? Alors, effectivement, il y a une partie, la poche de liquidité qui va être investie sur les marchés. Dans ce cas-là, on va être investi, et j'en reviendrai juste après, sur des marchés obligataires.
Ça peut être des comptes à terme aussi ou pas? Pas forcément, non. En tout cas, pas dans ce cas précis. Et bien évidemment, la majorité va être investie sur des actifs privés. Alors, ici, je vous ai mis l'allocation cible du fonds et qui retranscrit assez bien la philosophie qu'on veut donner. Pourquoi? Parce que l'objectif du fonds, c'est d'avoir une exposition très diversifiée à l'ensemble des classes d'actifs des marchés privés. Alors, on vous a mis ici, par exemple, l'investissement en private equity, donc de 50 à 60%, et vous voyez qu'on a toutes les sous-stratégies du private equity, le venture capital, on en a parlé, le growth, on en a parlé, le LBO, le co-investissement, pour vraiment avoir... Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est pour ceux qui connaissent pas le LBO? Oui, alors le LBO, c'est une manière de faire du private equity, c'est-à-dire qu'on va créer une holding qui va s'endetter auprès d'une banque, et avec cette holding, on va acheter une société et on va rembourser les intérêts du prêt avec les rendements de la société. D'accord. Et donc 10 à 20% d'infrastructures qui sont des thématiques de long terme. Donc ça peut être des centrales éoliennes, comme tu as dit, ça peut être... c'est ça? Oui, effectivement, en fait, comme c'est du fonds de fonds, ça va dépendre des thématiques d'investissement des fonds qu'on va choisir. Mais effectivement, on peut faire rentrer en portefeuille des fonds qui ont une thématique d'investissement, par exemple d'infrastructures énergétiques. Et dans ce cas-là, oui. Donc vous investissez dans l'infrastructure, dans des fonds qui eux-mêmes sont des, d'accord, sont des fonds infrastructures en fait. Exactement. D'accord. D'où le fonds de fonds. Et exactement, et qui peuvent avoir une thématique marquée, comme par exemple l'infrastructure énergétique. Et enfin, 30% d'actifs liquides, donc investis sur les marchés monétaires et obligataires, cotés cette fois-ci, et qui a la vertu de faire un tampon pour les achats-reventes de parts du FCPR. Oui, il faut bien des poches d'activité. Voilà. Et donc, tout ça, ça nous donne un fonds qui a un objectif de performance nette annualisée de 8% par an sur la période recommandée de 8 ans et un multiple de 1,7 sur 8 ans également. Ça veut dire quoi ce multiple? Alors ça veut dire que, par exemple, un investisseur qui investit 100 aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'il ait 170 dans 8 ans. D'accord. Alors, comment on structure ce FCPR? Alors, Siena s'occupe de gérer le fonds de tête FCPR, Siena Private Asset Allocation, et on s'appuie sur un conseiller en allocation de fonds non cotés externe qui s'appelle Cedrus Partners. Cedrus Partners, c'est un spécialiste de la sélection de fonds non cotés. C'est une activité qu'ils font notamment pour le compte de grandes familles françaises et européennes. Et grâce à Cedrus, nous avons la possibilité d'investir à la fois dans des fonds peu connus, qu'on appelle off-market, qui ont par exemple des tailles cibles assez faibles, qui sont remplis assez vite et dont on n'aurait pas la possibilité d'investir sans eux. Et on a également la possibilité de co-investir aux côtés des grandes familles françaises et européennes dans des fonds qui, à l'inverse, ont des tailles beaucoup plus importantes. Par exemple, on a rentré un fonds d'infrastructure énergétique qui s'appelle Global Infrastructure Partners, qui a un ticket minimum de 20 millions d'euros. Nous, avec le FCPR, on a engagé 7 millions et le reste a été investi par les familles que conseille Cedrus. Donc, l'objectif du FCPR, c'est vraiment d'avoir à la fois une allocation d'actifs très diversifiée sur les marchés non cotés et d'avoir en portefeuille des investissements aux côtés des grandes familles françaises et européennes. Ça peut être des fonds internationaux? Effectivement, alors l'objectif du fonds, c'est qu'il investisse à la fois en Europe, à la fois aux États-Unis et avec une petite partie dans le reste du monde. D'accord.
Alors, bien évidemment, on a établi des thématiques porteuses, qui établissent les tendances de demain et qui vont flécher les investissements du FCPR dans différents fonds thématiques. Alors, bien évidemment, on a la transition énergétique qui est sans doute la thématique aujourd'hui la plus porteuse, ou en tout cas celle dans laquelle on a les investissements les plus conséquents. Mais c'est pas la seule. On a bien sûr le secteur de la santé, de la digitalisation, notamment avec l'intelligence artificielle qui en ce moment est à la mode, et le secteur de la démographie et du vieillissement de la population. Alors, j'ai juste une petite question de la part de JB. La durée de vie prévue du FCPR est de 8 ans ou c'est illimité? Non, c'est 99 ans, donc c'est illimité. Et encore une fois la période de lock-up passée, il sera possible, en fonction des conditions du contrat d'assurance vie, de rentrer et de sortir du fonds de manière bimensuelle. D'accord. Okay. Et juste un petit mot, peut-être tu vas en parler après, mais au niveau de la fiscalité, comment ça se passe? Alors, c'est la fiscalité de l'enveloppe dans laquelle le fonds est investi, en l'occurrence la fiscalité de l'assurance vie. D'accord. Donc, c'est la fiscalité de l'assurance vie, ok. Exactement. Alors, si je dois résumer le FCPR Siena Private Asset Allocation en 4 points, le premier, c'est un portefeuille diversifié et qui va correspondre à 2 types d'investisseurs. Le premier, c'est des investisseurs qui n'ont pas forcément l'habitude des actifs non cotés et qui n'ont pas forcément des moyens, qui n'ont pas forcément 100, 200, 300 000 euros à investir sur un fonds. Eh bien, à partir de 1 000 euros, ils vont pouvoir investir dans les marchés privés au travers du FCPR Siena Private Asset Allocation. Et à l'inverse, le fonds peut également convenir à des investisseurs qui ont l'habitude des marchés privés et qui, dans le FCPR, vont aller chercher un investissement très diversifié et qui ensuite vont construire une allocation à côté, avec par exemple un fonds de private equity LBO, s'ils estiment que c'est porteur. Donc voilà, c'est vraiment ces 2 types d'épargnants auxquels le fonds peut correspondre. Le fonds est bien évidemment en totale architecture ouverte. On va sélectionner les... Oui, qu'est-ce que ça signifie justement, ouverte, architecture? Qu'est-ce que ça signifie justement, architecture ouverte? Alors, architecture ouverte, ça veut dire qu'on va sélectionner en dehors de Siena IM les différents gérants. Donc, on ne prend pas nos fonds à nous, on va chercher des fonds à l'extérieur et bien évidemment, on va chercher les meilleurs gérants dans chaque sous-stratégie des actifs privés. Et vous avez une liste des gérants avec les noms, prénoms, les fonds, etc. Alors, une liste, à proprement parler, pas forcément, mais évidemment, on connaît les gérants, en tout cas les sociétés gérantes, on connaît aussi les personnalités qui gèrent les fonds, et c'est tout aussi toute l'aide que nous apporte Cedrus sur la capacité à aller sourcer et à aller suivre les différents fonds d'actifs privés qu'on a sur le marché. Alors, il y a peut-être une question. Si jamais il y a un fonds qui fait faillite ou qui marche pas, qu'est-ce que vous faites? Comment ça se passe? Alors, vous êtes un fonds de fonds. Alors, il y a 2 manières de répondre. La première, c'est un fonds qui fait faillite. C'est tout de même assez improbable parce que normalement, le fonds est quand même très diversifié. Il faudrait que toutes les sociétés dans son portefeuille fassent faillite. Ce qui est possible, c'est qu'un fonds effectivement dévalorise et qui génère une performance inférieure au capital investi. Et bien, c'est aussi l'avantage du fonds de fonds par rapport à un fonds classique, c'est que étant donné que avec le FCPR, c'est la Private Asset Allocation, on investit dans une multitude de fonds différents. Et bien, si un fonds dévalorise, on est capable de rééquilibrer la valorisation du FCPR avec les autres investissements des autres fonds en portefeuille. D'accord. C'est comme si on avait plusieurs appartements, même s'il y en a un, il y a une personne qui ne paye pas, comme il y en a plein d'autres à côté, ça se passe un petit peu inaperçu, entre guillemets. Exactement, c'est tout l'intérêt de la diversification. Et c'est ce qu'apporte le fonds de fonds.
Pour répondre à une question, les revenus du FCPR, ils sont capitalisés ou ils sont distribués? Non, ils sont capitalisés. D'accord, donc ça fait augmenter la valeur du Exactement. fonds chaque fois. D'accord. Ok, donc les revenus sont capitalisés, JB. Exactement. Et donc, pour terminer, on en a déjà parlé, mais les deux caractéristiques clés, donc c'est un fonds qui est evergreen, donc qui rejoint un petit peu la question sur la capitalisation, et c'est un fonds qui a un objectif de performance attractive de 8% par an net de frais. Evergreen, toujours vert. D'ailleurs, je crois qu'il est noté SFDR 8, c'est ça? Effectivement, il est SFDR 8. Alors, evergreen, SFDR 8, ça ne rejoint pas la notion de vert, même si ouais. le Ah terme oui, mais bon. fusion. Parce Mais que effectivement, SFDR 8, pour ceux qui sont là, c'est ce qu'on appelle vert clair ou vert léger, hein, c'est ça? Selon la notation SFDR. Donc, il y a des projets avec des qualités environnementales, sociétales, de bonnes pratiques en matière de gouvernance, etc. Hein, oui, ça. effectivement, alors ça a été établi par la taxonomie européenne et on Ouais. classe les fonds d'investissement en 3 catégories distinctes, article 6, article 8, article 9. Article 9, ouais. Et en fonction de la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance du fonds, on est classé article 6 si on les prend pas en compte, article 8 si on les prend en compte et article 9 si on va encore plus loin dans l'impact. D'accord. Et j'ai une petite question de Thierry au niveau des frais de gestion et des carried interest. Est-ce qu'ils se cumulent dans le fonds de fonds avec les mêmes frais dans les fonds sous-jacents? Alors, très bonne question. Ici, vous avez les frais de gestion. Enfin, vous avez les caractéristiques globales du fonds. Effectivement, on a les frais de gestion du fonds. Donc, les frais de gestion du fonds, ils sont de 2%. Et les frais de gestion qui permettent de rémunérer les sous-jacents, donc les fonds qu'on va mettre en portefeuille, ils sont de 1,65. D'accord. Donc, ils se cumulent. Donc, ils se cumulent. Oui. Donc, ça fait 3,65. Tout à fait. Alors après, il faut toujours avoir à l'esprit que la performance indiquée reste une performance qui est nette de frais. Donc les frais ont déjà été retirés à la performance. Ah oui, donc quand on dit 8%, c'est 8% net. Donc c'est comme si c'était 11,65, plus les droits d'entrée peut-être, etc. Tout à fait. Alors il n'y a pas de droit d'entrée inhérent au fonds. D'accord. Et donc le montant minimum de souscription, il est de 1 000 euros. D'accord. Ce qui dans le monde du private equity est assez faible, parce que bien souvent on voit des 100 000 euros minimum. Là on est sur des montants beaucoup moins importants, et il me semble que on a tout évoqué sur le reste. Et on voit bien que l'affectation des résultats, c'est par capitalisation. Tout à fait. En bas à gauche de la slide. Et la durée de vie du fonds est bien de 99 ans. On a eu une question tout à l'heure. Ok. Donc, bien évidemment, ce fonds est disponible ou va être du moins très très prochainement disponible dans le Bourse Direct Horizon. Hein, donc, voilà, Bourse Direct, donc c'est une enveloppe assurance vie. Hein, d'accord. Exactement. Il n'y a pas de frais d'entrée, hein, me demande Philippe. Pas de frais d'entrée propre au fonds, non. Voilà. Pas de frais d'entrée. Donc, c'est très prochainement donc, dans notre contrat d'assurance vie Bourse Direct Horizon, dont l'assureur est Generali. Vous pourrez aller voir ça, bien sûr, sur notre site dans l'onglet épargne. Voilà, vous pouvez également m'envoyer un petit mail si vous voulez. Je transmettrai à notre pôle épargne, puisqu'on a un pôle épargne chez Bourse Direct. Voilà, donc le mail, c'est formation@boursedirect.fr. Puis au pire, je pourrais même le transmettre à Lucas éventuellement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu peux juste revenir un petit peu sur ce cas, sur ce FCPR, et puis voilà, faire un tout petit résumé en 2 secondes, en attendant que peut-être d'autres personnes posent des questions. Oui, alors effectivement, alors le résumé, il est sur ce slide, c'est que c'est un moyen pour les épargnants de s'exposer au marché privé avec une allocation diversifiée, à la fois sur le private equity, mais pas seulement, également sur l'infrastructure, et de co-investir aux côtés des plus grandes familles européennes. D'accord. Alors une question, c'est vrai, très pertinente au niveau juridique. Est-ce que l'investissement en private equity est risque limité ou illimité?
Alors, très bonne question. J'ai pas la réponse, honnêtement. Hmm. La différence entre les deux, c'est quoi? Est-ce que en fait, voilà, la question porte sur le lien entre le fonds et la cible. Est-ce que l'investissement est risque limité ou illimité? Alors, je sais pas, peut-être qu'on peut pas répondre comme ça tout de suite. J'ai pas la réponse, mais je pourrais vous revenir plus tard avec la réponse. D'accord. Bon, donc on viendra Enfin, du coup un peu plus tard. Ouais, enfin, si c'est sous-entendu que le capital est protégé, c'est pas le cas. d'accord, Voilà. d'accord. Mais je sais pas Est-ce si que c'est exactement ça. je ne sais pas. Ouais. Alors, comme on parle de non-coté, André demande est-ce que c'est pertinent d'en avoir dans son portefeuille, notamment en assurance vie, du coup? Ouais, bien sûr. Alors c'est pertinent pour plusieurs raisons. La première, c'est d'un point de vue diversification de son portefeuille. La seconde, c'est d'un point de vue potentiel de performance. Parce que bien évidemment, On on a en a vu qu'elle parlé est supérieure historiquement par rapport, par exemple, à la Nice. exactement. L'intérêt, au-delà de l'aspect purement financier, c'est qu'on investit directement dans les entreprises et les liquidités qu'on va investir dans le FCPR va venir alimenter la vie des entreprises, va permettre aux entreprises françaises, européennes et autres de se développer et d'aller chercher de la croissance. Au niveau performance, est-ce qu'on a un feedback ou sur les anciens fonds au niveau Alors, performance? de ce type de fonds-là, c'est le premier qu'on a lancé. Pour autant, depuis 7 mois, à fin d'année, donc à fin 2024, on a fait une performance de 5% net, donc à l'époque en 6 mois, et on espère continuer sur cette lancée. Et ensuite, évidemment, on a l'historique de la sélection de fonds de Cedrus pour ces grandes familles. Et là, on a des performances aussi assez attractives. Alors, au niveau du risque, l'internaute demandait est-ce que c'est plutôt comme une société anonyme ou une société par part? En fait, si je résume, est-ce que c'est plutôt un fonds commun de placement, donc là où on est associé, ou est-ce que c'est plutôt une SICA où là on est actionnaire? Alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est encore autre chose, mais ça va plutôt ressembler à une SICAV. D'accord. Bon, ok. Alors, on me parle de pas compris tri, taux de rendement, donc 8% net annuel, c'est ça? Exactement. Payé à la sortie et 1,7 sur 8 ans, c'est ce qu'on peut espérer, c'est ça? C'est l'objectif, exactement. C'est Et l'objectif de l'objectif, performance. c'est de faire 1,7 fois, entre guillemets, la mise initiale pour répondre à Hervé. Exactement. Sur la période recommandée. C'est une projection D'accord. de la performance de 8% Ouais. annualisé sur 8 ans. Alors, André me demande quelle part on pourrait allouer à ce private equity, 5%, 10%, 30%. André, je pense que c'est un peu personnel. On ne peut pas donner aux gens un conseil en disant, tiens, mais 50% en actions, 50% dans l'indice, 10%. Ça, c'est personnel. C'est vous qui Sinon, voyez. ça Hein, va on ne peut pas. dépendre de l'aversion au risque de l'investisseur, de Voilà. son horizon de placement. On peut pas donner un montant exact de la part du fonds dans une allocation. Alors, juste pour terminer, mais sinon, JB, vous pourrez m'envoyer le mail et je transférerai à Lucas qui vous répondra. Quand il dit risque limité, c'est-à-dire on ne peut pas mettre plus que le capital investi. Risque illimité, c'est qu'on est responsable des dettes qui restent après la liquidation de l'entreprise. Mais là, c'est des fonds de fonds. Donc, il y a. Non, je ne sais pas. J'ai pas la réponse, mais je vous reviendrai avec la réponse. D'accord. Oui, le FCPR est un fonds de fonds, hein, c'est ça, Lucas? Exactement. Exactement. Donc, il n'investit pas dans des sociétés en direct, il investit dans des fonds qui eux-mêmes vont investir dans des sociétés en direct. Alors André, il dit, mais on dit bien qu'il faut 5% d'or. Personnellement, André, j'en ai beaucoup plus. Ça dépend des personnes. Ça, je Voilà. sais pas, chacun choisit comme il en a envie. Et c'est qui on dit. Ben, celui qui dit, c'est pas celui qui paye. On le connaît bien. D'accord? Donc, c'est un fou de vous faire votre idée. Si vous êtes un profil pas trop risqué, ben, faut mettre un peu moins d'actifs risqués dans
dans votre enveloppe. Si vous êtes peut-être une personne qui aime prendre un peu plus de risques, eh vous pouvez mettre un peu plus, tout simplement. Mais c'est personnel, on peut pas, il n'y a pas de règle comme ça. Exactement. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, tout à l'heure, j'ai zappé volontairement une question, je vais la poser maintenant. Voilà, mais c'est… Alors, à l'occasion, il y a pas, soi-disant, un grand monsieur de l'investissement qui disait « petit minoritaire, petit couillon, grand minoritaire, grand couillon ». Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, c'est compliqué. On parlait justement d'investir dans des… Non, mais je ne sais que dire, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on assiste à ce qu'on appelle la démocratisation des actifs privés. Et donc, effectivement, historiquement, les actifs privés étaient plutôt distribués aux grands porteurs, aux institutionnels. Et ces derniers temps, on voit de plus en plus de véhicules d'investissement. Et c'est tout l'objet du FCPR, Siena Private Asset Allocation, de donner accès au plus grand nombre aux actifs privés. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme une opportunité d'investissement et de diversification de son portefeuille. D'accord. Alors pour répondre à Pierre, peut-être qu'il n'a pas très bien entendu lorsqu'on en a parlé, mais est-ce que les entreprises concernées ou les fonds sont limités à une zone géographique, France, Europe, USA, ou pays émergents, c'est comment? Non, alors ils ne sont pas limités à une zone géographique. En revanche, effectivement, on va surpondérer l'Europe, les États-Unis, et on va garder une petite poche pour le reste du monde. D'accord. Petite question peut-être dernière de Stéphane. Le blocage des actifs par Generali sur 4 ans a-t-il une incidence sur votre offre? Alors, si la question c'est est-ce que ça a une incidence sur les fonds qu'on va mettre en portefeuille? Non. En revanche, effectivement, ça a une incidence sur la possibilité de revendre les parts du FCPR, puisque quand on investit via un contrat Generali, on est bloqué 4 ans à minima sur le FCPR. Et vous avez quand même une période de 5 ans. Et donc là, il reste 4 ans et 6 mois. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, il faut quand même le garder. Si demain, une personne souscrit via son assurance vie, au bout de 4 ans, il faut quand même qu'il garde 4 ans et 6 mois, c'est ça? Exactement. Après, il faut toujours avoir à l'esprit que ça reste un fonds de long terme. L'objectif, c'est quand même de conserver ses parts pendant une période à minimum recommandée de 8 ans, même si on a la possibilité de les revendre avant en fonction des événements de la vie, mais ça reste un fonds de long terme. D'accord. Bon, mais je vois qu'il n'y a plus de… trop d'autres questions. Je vois que le temps passe très très vite. Il est déjà 11 heures. Ça fait une petite heure qu'on est ensemble. Voilà. Mais écoutez, de toute façon, si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas. Je vais vous les mettre dans l'onglet questions à me les envoyer. Hop, je vais vous mettre ça. Poser une nouvelle question à formation au singulier. Puis moi, je transmettrai à la personne qui de droit @boursedirect.fr. Voilà. Hop. Je pourrais transmettre votre question. OK. En cas de décès, après, c'est une assurance vie. D'accord, Philippe. Donc, c'est ce qui se passe dans l'assurance vie qui va arriver, en fait. Voilà, vous avez donné des bénéficiaires, etc., etc. Donc, comme c'est dans l'enveloppe assurance vie, la fiscalité, c'est l'assurance vie. En cas de décès, c'est l'assurance vie, etc. D'accord? Exactement. Stéphane, le contrat, il est de capitalisation, ce FCPR, d'accord? Ce n'est pas de distribution, donc voilà, ça répond à votre question. OK, voilà. Alors, il y a Richard qui avait posé une petite question. Quand les fonds sous-jacents investissent dans les mêmes sociétés, ça renforce du coup le poids de ces sociétés. Je pense que le but, c'est de diversifier quand même. Tout le monde ne va pas investir dans la même boîte, sinon… Oui, exactement. Alors, ça peut arriver, mais bien évidemment, notre rôle aussi, c'est de faire en sorte de minimiser au maximum les moments où ça arrive, voire que ça n'arrive jamais. Voilà, tout le monde ne va pas investir tous dans la même boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est vrai que ça n'a plus trop d'intérêt. Écoutez, merci beaucoup. Je vois que ça y est, il y a pas de personnes qui commencent à se déconnecter. Merci beaucoup d'avoir participé.
d'avoir joué le petit jeu pour le sondage. Merci Lucas, mais peut-être une prochaine fois. Merci Christian. Voilà, avec plaisir. une prochaine fois. De toute façon, c'est enregistré, donc ce sera sur notre chaîne YouTube. Voilà, d'accord. Écoutez, passez une excellente journée. Et puis peut-être une prochaine fois, Lucas. Voilà. Bonne journée à tous. Allez, au revoir. Allez, au revoir.